Bonjour à tous. Déjà, oui, j'ai pas de diapo, moi. C'est une vieille tradition. Je remercie évidemment les organisateurs pour plein de raisons. D'abord parce que je suis très honoré d'être là, et puis ça me permet de croiser quand même quelques têtes de vieux compagnons de route que j'ai pas vus depuis longtemps. Ils se reconnaîtront. Donc c'est un double plaisir. Je précise quand même la place, parce que contrairement à l'autre Michel qui a parlé avant moi, je suis pas du tout un chercheur, je suis un observateur, ce qui est assez différent. Je suis médecin généraliste et depuis quelques années aussi, je suis sexologue. Je fais assez peu de sexologie du VIH. J'ai la chance, moi, d'avoir une activité finalement plutôt d'infectiologie dans laquelle avec une prise en charge, je mets la sexualité au centre, donc ça me permet d'avoir une approche un peu plus globale. Mais tout ce que je dis n'est que le fruit de mes observations depuis, on va dire, 1987, quand j'ai pris en charge mon premier patient vivant avec le VIH. C'est compliqué aujourd'hui, finalement, de dire c'est quoi la sexualité des homo-séropos, parce que on a maintenant, et c'est une bonne nouvelle, plein de générations qui se sont superposées. On a des très jeunes, on a des moyennement jeunes, on a des vieux, on a des très vieux, on a des vieux qui sont séropos depuis pas longtemps, on a des jeunes qui sont séropos depuis longtemps. Donc en fait, l'éventail des vécus, l'éventail des représentations qui sont souvent liées à l'époque de la contamination, à l'état de la science au moment de la découverte. Je parle même pas des migrants homo-séropos qui se contaminent en France et qui en plus ont aussi des représentations qui sont liées à l'état de la prise en charge dans le pays d'origine, qui n'est pas forcément le même que dans le pays d'arrivée. Donc on a vraiment une infinité de situations qui aujourd'hui ne peuvent plus se résumer de manière globale. Il y a une population qui a disparu, c'est les gays, dont la vie sexuelle n'a jamais été impactée par le VIH. Ils sont morts de leur belle mort à des âges très honorables. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul PD en France qui ne vit pas dans l'obsession de la question du VIH. Et j'ai toujours tendance à dire que la communauté homosexuelle n'existe pas, la minorité, elle existe. Il y a 3 choses que les gens ont en commun: leur orientation sexuelle, la confrontation à l'homophobie et l'obsession du VIH. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc, dans une population où le sida est une obsession, le séropo, il a un truc de très particulier déjà, c'est qu'il n'a pas peur de l'attraper, puisqu'il l'a déjà. C'est un peu de la provocation de dire ça, mais ça a conditionné énormément la vision, et notamment la vision des soignants, et pas seulement celle des soignants. C'est-à-dire que finalement, dans un monde où, enfin, dans un groupe où la capote est obligatoire, parce que le mot obligatoire, il a été dit, répété, prononcé pendant des années, il y a des gens qui seraient libérés de ça, qui, du coup, acquièrent, et notamment dans les années 80-90, un espèce de super pouvoir qui sera un pouvoir de vie et de mort sur les autres, et qui pourraient en user. Et c'est là déjà qu'est né le fantasme du séropo, ange de la mort. On le retrouve beaucoup dans les représentations à la fois romanesques, cinématographiques. Enfin, il y a des personnages d'Angels in America qui sont un petit peu comme ça. Ça a beaucoup véhiculé une image fantasmatique par rapport au séropo, alors que finalement la seule chose, le seul point commun à mon avis, qu'il y a à toutes les personnes vivant avec le VIH, et encore aujourd'hui, c'est l'obsession totale et la peur panique de le transmettre. C'est ça qui est central dans la sexualité des PV-VIH, d'ailleurs qu'ils soient homo ou hétéro, ça n'a pas beaucoup changé. C'est donc une spécificité finalement des gays. Cette peur d'ailleurs, elle est souvent consciente, elle est souvent même consciemment irrationnelle. Beaucoup de gens savent très bien qu'ils ne peuvent pas transmettre le VIH, mais pourtant l'arrière-pensée persiste chez énormément de gens, et c'est un ressort de la sexualité. Et de toute façon, cette histoire-là, ça reste depuis quand même 40 ans le support de la sérophobie, qui est toujours présente, qui est toujours active, et qui est toujours un obstacle. Ce qui fait que, là c'est un chiffre VESPA 2, tu me corriges Michel si je me trompe, mais on a quand même à peu près 20% des gens qui n'ont pas d'activité sexuelle relationnelle, ce qui est 2 fois plus qu'en population générale, et c'est déjà une des premières stratégies d'adaptation
vision classique des personnes avec le VIH par rapport à la sexualité. Une autre stratégie parfois, c'est, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps, c'est la recherche éperdue d'une relation de couple, histoire d'être sûr de pas finir seul, parce qu'on est quand même pas très bankable quand on est séropo. Donc, je vois aussi des gens qui vont s'accrocher dans des relations de couple parfois complètement toxiques, mais enfin quand même, ils m'acceptent comme je suis. Alors je vais quand même pas faire la fine bouche, et on va voir des gens qui vont comme ça vivre des souffrances très prolongées dans le temps, dans des relations qui sont totalement dysfonctionnelles, qui sont dangereuses, parfois perverses, et qui pourtant vont être maintenues coûte que coûte. En tout cas, pour les soignants, pendant très longtemps, les gays séropos n'avaient pas de sexualité. Point barre, ça n'existait pas. Il y avait du vrai là-dedans, parce que, faut se rappeler quand même que dans les années 80, on diagnostique d'abord des malades avant de diagnostiquer des gens qui sont séropositifs sans avoir de symptômes. Et la maladie emblématique, ça restait quand même la maladie de Kaposi, tout simplement parce qu'elle est visible, elle est extérieure, ça se voit. Ensuite, une fois que les stigmates de la maladie se sont un peu amendés, on a eu les stigmates des traitements. Les lipodystrophies, ça a quand même été le grand truc des premières trithérapies. Donc finalement, c'est une maladie qui est repérable, et finalement, si dès qu'on commence un léger effeuillage, on se fait repérer comme séropo, ben c'est quand même un petit peu compliqué. Donc beaucoup de gens quand même se sont mis en dehors de la sexualité, parce que juste pour éviter de la confrontation à un rejet qui, sans même d'ailleurs faire de coming out séropo, serait un rejet basé sur l'apparence physique. Donc la sexualité chez les soignants des séropos, elle était uniquement abordée sous l'angle de la prévention. Vous faites bien tout ce qu'il faut, hein, pour la capote, c'est obligatoire, hein, etc. Et les soignants aimaient bien les gens en couple, parce que comme ça, bon, déjà, ils n'étaient pas seuls. Et puis, quand même, être en couple, c'était un super facteur d'observance, ce qui est le totem des soignants depuis toujours. J'ai encore des collègues qui disent qu'il faut prendre des médicaments à heure fixe, alors que la plupart, ils en prennent 4 fois par semaine. Mais bon, c'est des totems qui ont eu la vie dure pendant très 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 longtemps. Mais s'il n'y avait pas de couple, ça devait être vu uniquement sous l'angle de la prévention. On a commencé à parler il s'est passé des choses dans les années 90, et finalement, la première fois qu'on a parlé de la sexualité des séropos, c'était à peu près vers le milieu des années 90, avec la question du bareback qui est sortie. Alors, pour les plus jeunes, il y en a. Je rappelle ce que c'est que le bareback, parce que le mot est toujours utilisé alors qu'il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Le bareback, ça voulait dire qu'on avait une organisation sexuelle sans protection mécanique, dans laquelle la question du VIH était absente. Qu'on soit séropo, qu'on soit séronégatif, souvent dans le bareback, on va dire théorisé, dans l'ignorance même de son propre statut, pas la peine que je fasse de test, on fait comme si ça n'existait pas, et s'il y a des contaminations ou pas, tant pis, c'est pas le problème, on se libère de ce carcan qui est le carcan de la protection obligatoire à l'intérieur d'une communauté définie. Aujourd'hui, quand des gens sous PrEP me disent qu'ils baissent bareback, non, ils baissent pas bareback, ils ont des rapports protégés, ils sont pas mécaniquement protégés, mais le mot ne veut plus rien dire. Il continue à véhiculer le fantasme, mais le mot ne veut plus rien dire. On a parlé de bareback à cette époque-là. En fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que finalement, cette théorisation du bareback, dans la vraie vie, il ne s'est rien passé. Dans la vraie vie, il y a eu des organisations sexuelles entre personnes séropositives qui se sont montées précisément pour que les gens puissent quand même avoir accès à une vie sexuelle sans être paralysés par ce risque de transmission à l'autre. Et qu'est-ce qu'a trouvé la médecine à répondre à ça? La surcontamination. Parce que quand même, si les séropos pouvaient avoir un avantage sur les séronégatifs en baisant entre eux, ça veut dire qu'il y aurait un avantage à être séropo. Et pour beaucoup de soignants, c'était finalement, alors tout le monde va devenir séropo, puisque les séropos, ils ont le droit d'avoir des rapports non protégés, alors que les séronégatifs, ils n'ont pas le droit, puisque la capote est obligatoire. Ça paraît caricatural dit comme ça, mais à cette époque-là, c'était exactement la manière dont ça se passait, c'était exactement le discours soignant. On a oublié d'ailleurs, au milieu des années 90, qu'il y a eu d'autres adaptations de la sexualité. Moi, je pense notamment au développement des pratiques SM, des fist fucking, tout ça, qui ont été quand même une réponse à
on peut pas avoir on peut pas avoir de sexualité sans être obsédé par la transmission. Inventons une sexualité non pénétrative qui puisse être quand même imaginative, transgressive, riche, qui permette de faire des rencontres, de faire des groupes sans être paralysé par ça. Et ça a été vraiment c'est là vraiment que ces pratiques-là ont commencé à se démocratiser à l'intérieur d'une population qui était quand même très majoritairement séropositive. Bon, les gens n'ont pas été aidés, hein, parce que les conseils de prévention, bon, j'ai sorti une vanne que je sors depuis des années, mais à part le débat sur l'existence de Dieu, je connais aucun débat aussi passionné que celui sur et la pipe, ça transmet ou pas. Quand on a dit plus tard, j'y reviendrai, que être sous traitement, ça empêchait la transmission, mais j'ai vu tellement de gens dire « mais le risque zéro n'existe pas », bon c'est bien comme ça. Alors le risque zéro n'existe pas, c'est vraiment, enfin, je vous invite tous à méditer là-dessus, c'est la phrase la plus conne qu'on ait jamais inventée, et que tout le monde répète à l'envi. Ça ne veut rien dire, le risque zéro d'être immortel, il existe déjà. Finalement, les gens étaient aussi confrontés sans arrêt à des informations, à des injonctions qui étaient relativement contradictoires. Pour les femmes, mettez des digues dentaires, enfin je veux dire, faut arrêter les conneries. C'est le conflit entre la volonté de délivrer des messages efficaces sans tenir absolument compte de qu'est-ce qui est réalisable dans la vie, qu'est-ce que c'est que le principe. Le principe de vie, comment on arrange ça. La question n'est pas de savoir si une prévention est efficace, la question est de savoir si elle est possible. Si elle n'est pas possible, rien ne marchera. L'erreur qu'on a fait aussi à l'époque, c'est d'oublier pendant très longtemps que, en fait, on ne pensait qu'à une seule chose, c'est à ce que le séronégatif reste séronégatif. On a juste oublié que pour qu'il reste séronégatif, il fallait que les séropositifs aillent bien. Et le seul moyen pour qu'ils aillent bien, déjà, il fallait qu'ils le sachent. Et qu'avec ça, l'épidémie aurait pu ralentir un peu plus vite. Bon, bref, en tout cas, il y a des organisations sexuelles qui sont nées à l'intérieur du petit groupe des personnes vivant avec le VIH dans le milieu gay, et elles se sont créées probablement dès le début des années 90. Pour la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 92 à Bruxelles, où il fallait même montrer son test positif pour rentrer, pour participer à des soirées. N'empêche que l'activité sexuelle était quand même relativement pauvre pendant très longtemps, et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé. Il y a un bon marqueur de l'activité sexuelle des gens, c'est les IST. Les IST ont disparu dans les années 80, pour des tas de raisons, pas seulement d'ailleurs à cause du sida, de la capote, mais il y a tout un contexte qui a fait que les IST ont disparu dans les années 80. 96 apparaissent les trithérapies. 97, on se rend compte non seulement que ça marche, mais que ça marche probablement bien mieux que ce qu'on avait imaginé. 98, la chaude-pisse revient. 2000, la syphilis. Bon, les gens ont baisé. Ou alors, il y a un cours que j'ai séché en fac, mais ça doit pas être ça. Et déjà, les gens étaient quasiment tous séropos à l'époque, les gens qui avaient des IST. C'était parce que, justement, on était encore dans ce système des organisations sexuelles entre personnes vivant avec le VIH. C'est quand même compliqué, parce que déjà, les PD, c'est pas grand monde hein, en termes d'individus. Alors, les séropos, c'est 13%, ça en fait encore moins. Le choix devient assez limité. Je veux dire, pas facile de tomber amoureux de quelqu'un en fonction d'une série de critères qui sont quand même assez restrictifs. Donc, l'organisation sexuelle entre séropos, elle s'est vraiment développée, en tout cas au moment des trithérapies, avant que les choses évoluent différemment. J'avais pris une petite note pour pas oublier un truc. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai un texte, mais je lis pas, donc c'est un petit peu embêtant. Donc ça, l'arrivée des trithérapies, c'est la seconde rupture, on va dire, dans les changements de la vie sexuelle des personnes vivant avec le VIH. Et puis la troisième, évidemment, c'est le Swiss Statement. Et alors là aussi, quand même, on peut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a fait, nous, les soignants du Swiss Statement. Donc, on est en 2008, on dit une personne, à l'époque, on dit une personne qui est traitée, qui a une charge virale indétectable depuis plus de, on disait 6 mois, au début c'était 2 ans, après c'était 6 mois, ne transmet pas le VIH. Bien. Moi, je me souviens de discussions de couloir avec les collègues. Oui, d'accord, non mais c'est vrai, mais tu ne peux pas mettre cette information entre toutes les mains. Celle de patient, déjà, peut-être pas bon.
Mais tu comprends, si les gens savent ça, ils vont faire n'importe quoi. Et arrive ce truc qui... Enfin, moi, je me demande pourquoi il n'y a pas eu une espèce de révolte des séropos à l'époque, quand on leur a dit « Oui, mais vous allez attraper la gonocoxie ». Alors, dire à quelqu'un qui vit depuis 20 ans avec le VIH, qui a peur de mourir depuis 20 ans et qui a failli mourir 3 fois, que il va peut-être choper une chaude pisse et que ça va être vraiment l'enfer et que surtout, il faut qu'il continue une espèce d'abstinence obligée, c'est quand même, enfin, c'est même carrément insultant, mais ça a été un discours, et c'est un discours que j'entends encore. Il paraît que les IST explosent en France. Non, ils explosent pas. On a juste amélioré le dépistage. C'est tout. Et donc, du coup, on les trouve et on a cette fausse impression qu'il y a une explosion des IST. Par contre, effectivement, les gens baisent, et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je me perds là, ça y est. Je me perds. Quand je disais que vivre dans une communauté qui est faible en nombre et avoir une sexualité dans une sub-communauté qui est encore plus faible en nombre, et que c'est pas évident de trouver une attraction, une attirance, c'est pas une vue de l'esprit, parce qu'au moment où ces organisations sexuelles entre séropos se sont développées, ça correspond exactement à l'arrivée des chems aux États-Unis dans les années 90 et en Europe un peu plus tard, à la fin des années 2000. Et encore une fois, les chemsexeurs en 2008, 2009, 2010 étaient presque tous séropos. Et c'était quand même parce que c'est pas évident. Parce que même malgré le TASP, malgré tout ça, on était dans des organisations où les gens préféraient encore, essayer encore de rester entre eux, et trouver l'excitation, trouver l'intérêt, c'était quand même pas si évident, parce que l'éventail de la rencontre était quand même relativement restrictif, et je pense que ça a été une des raisons, il y en a plusieurs évidemment, c'est bien plus complexe que ça, le phénomène du chemsex, mais le fait que ce soit développé au départ dans une population qui était quasiment à 100% séropositif, c'est quand même quelque chose qui interroge et qui n'est certainement pas un mystère. Je passe sur un truc historique, mais il faut quand même le citer. Vous vous souvenez, la prévention positive, le grand totem de 2000, on va séropos is beautiful, parce que c'est les séropos qui vont arrêter l'épidémie, etc. Alors qu'en gros, ils se font dégager de partout dès qu'ils sont séropos. Donc, en voulant valoriser une population, on leur a imposé une double peine, ce qui était aussi un truc assez croquignolet quand on y pense. Je reviens à un truc quand même sur l'histoire du TASP. Le message est relatif. Ce que ça a vraiment changé, et ça a été, je pense, le grand changement dans la vie des personnes avec le VIH, c'est que, en tout cas, elles-mêmes ont cessé de se considérer comme des bombes virales et comme des dangers potentiels. Je ne suis pas sûr que les autres ont accepté la chose de manière aussi vraie. Et je voudrais juste redire un truc sur le TASP. Le TASP, c'est pas une personne qui est traitée avec une charge indétectable ne transmet pas le VIH. C'est une personne qui a une charge virale inférieure à 200 copies qui ne transmet pas le VIH. C'est-à-dire 4 fois le seuil d'indétectabilité considéré comme universel de 50, 10 fois le seul des tests qu'on utilise aujourd'hui. Ça veut dire que, parce que il y a toujours le « on ne sait jamais » et attention, ah oui, mais et si ma charge virale échappe, si j'en fais une toutes les semaines, ce sera peut-être mieux, etc. Non, s'il y a un blip à 80 copies, on s'en tape. C'est 200, l'étude partenaire, c'est pas 50 ou 20 ou 10. Et ça, c'est aussi quelque chose, par contre, qui est très mal connu des patients, et c'est quelque chose qui doit être connu, parce que ça permet de lever aussi la peur de l'accident. Et si j'oubliais mon comprimé une fois, et que ma charge virale monte à 23, etc., qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je fais, et tout le spectre des années de peur de contamination se réactive, revient de manière complètement obsessionnelle. J'aurais pensé, moi, à une époque, et puis la question a été posée, que la PrEP allait changer quelque chose. Parce que, déjà, elle opère un glissement de la prise d'antirétroviraux, qui est partagée, finalement, avec les personnes séronégatives. Et, en tout cas, ça a eu son effet, puisque, quand même, la capote a quand même un petit peu disparu du milieu gay, faut être honnête, et c'est pas pour autant que les rapports ne sont pas protégés, j'insiste sur cette donnée. Mais bizarrement, enfin, moi j'entends encore
pas quotidiennement, mais régulièrement. Donc je prends la PrEP, évidemment. Mais attendez, enfin, moi je suis sérieux, je la prends. Puis sinon, ce mec qui est sur repos, là, il dégage. Hein. Alors, on se demande bien à quoi ça sert de prendre la PrEP. Bon, bref. Non, mais c'est un grand classique. Hein. C'est un grand classique. Et la PrEP n'a finalement... Les gens qui prennent la PrEP croient très fort, et ils ont raison, dans l'efficacité de la PrEP. Je vous rappelle que la PrEP, c'est une efficacité qui est globalement supérieure à ce qu'on considère comme une efficacité vaccinale. Donc c'est quand même pas rien. Par contre, le coup du TASP, je sais pas, ça n'a pas l'air de passer. Il y a toujours ce discours, qui est aussi un discours médical. Oui, mais attention, il faut qu'il prenne bien son traitement. Enfin, vous en connaissez beaucoup, vous, de ces repos qui se disent « Non, je vais prendre mal mon traitement, parce que d'abord, je vais être malade, c'est plus rigolo, quand même. » etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je veux dire, on a 99,9% des gens sont sous traitement avec une charge indétectable. Voilà. On a quand même mis, entre 2008 et 2013, entre 2008, Swiss Statement, et 2013, où la règle était le traitement universel, on a quand même mis 5 ans à tenir compte de cette question-là dans le cadre de la maîtrise de l'épidémie et surtout du soulagement des personnes dans leur peur de transmettre. Ce qui veut dire que, alors maintenant, pour conclure en résumant un petit peu, j'aime bien comparer les séropos à des super-héros. Pas forcément pour les valoriser, mais parce que, en fait, c'est quoi un super-héros? C'est quelqu'un qui a des super-pouvoirs. C'est ça qui définit le super-héros. Donc il y a des super-héros bénéfiques, des super-héros maléfiques. Hein, il y a Batman et le Joker, c'est 2 super-héros, mais ils ont pas le même rôle. Dans une communauté où le VIH est une obsession, ils n'ont pas peur de l'attraper. Super-pouvoir. Bon, ça a vieilli un peu, mais quelque part, on a attribué aux séropos un pouvoir de vie et de mort sur les autres. Deuxième super-pouvoir. Là, ils ont su, avec le TASP, il y a un super pouvoir extraordinaire, parce que non seulement les mecs, ils contaminent pas, mais c'est pas leur charge virale qui est indétectable. J'entends personne me dire j'ai une charge virale indétectable. J'entends les gens me dire je suis indétectable. Et je suis indétectable, c'est pas du tout la même chose. Je me rends invisible et je rends ma maladie invisible. Et d'où la question, moi, qu'on me pose encore régulièrement. Mais puisque je suis indétectable, en fait, si je fais un test, on verra plus rien. Ben non, mon gars, ça c'est dommage. Mais il y a effectivement ce fantasme. Et je sais parce qu'une fois, j'ai eu une conversation avec un copain qui, grand connaisseur du VIH, ancien militant, etc., qui un jour devient séropos, comme ça arrive. Et il me dit, je raconte ça à un pote à moi, et il me dit, oh ben t'as de la chance en fait, parce que maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Bon. Le copain en question n'était pas bouleversé, je veux dire, il ne s'est pas effondré, il connaît le VIH, il savait que son avenir n'était pas, on n'était pas dans les années 80. Mais par contre, qu'on lui dise qu'il avait de la chance d'être devenu séropos, là quand même, il a trouvé ça bizarre. Et pourtant, finalement, on attribue aux séropos aussi ce super pouvoir de faire ce qu'on veut, alors que globalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la clinique sexologique, on va dire, de quelqu'un qui vit avec le VIH? C'est d'abord une abstinence volontaire ou subie pour énormément de gens, en tout cas bien plus que dans la population générale. C'est la peur de la contamination, même quand on est indétectable et qu'on sait tout ça, elle existe, sauf qu'elle est plus consciente, elle est inconsciente, elle va se caractériser par des adaptations. Par exemple, moi j'ai vu énormément de séropos qui, dans le sexe, changent de rôle positionnel et deviennent passifs. Parce qu'ils ne risquent pas de transmettre par l'injection mortelle la maladie qui tue, même si ils peuvent rien transmettre. Et moi je me souviens même des mecs qui étaient sous traitement, qui baisaient avec des capotes, et quand ils étaient actifs, ils disaient « mais j'éjacule à l'extérieur hein. ». Oui, alors, avec ça, effectivement, c'est cette peur qui est toujours aussi opérante, et qui va souvent d'ailleurs être accompagnée d'un gentil trouble de l'érection, comme ça, même si on a envie, ça marche pas, c'est pas possible, et comme ça, l'affaire est classée. Je rappelle encore une fois la fréquence des couples dysfonctionnels. Encore une fois, surtout prendre le premier qui veut bien de moi, et parce que c'est peut-être le seul qui voudra bien de moi, et même s'il me casse la gueule, qu'il est toxique, qu'il m'emmerde, qu'il me pique mes sous, qu'il me fout des coups, etc., je vais quand même le garder, quitte à en chier et à me faire une vie épouvantable, parce que
peut-être que si celui-là je le garde pas, je n'aurai plus jamais, et je finirai seul comme une pauvre fille. Et ça, c'est quand même encore des organisations de la sexualité qu'on rencontre assez souvent avec des vraies souffrances de gens qui disent mais pourtant, bah, t'as tout, mon gars. T'es traité, tu vas bien, tu gagnes bien ta vie, t'as un mari idéal, enfin, ou un mari chiant qui m'apporte des vitamines tous les matins en m'obligeant à bouffer bio parce que tu comprends pour ta maladie, c'est mieux, mais foutez-moi la paix, bordel. Enfin, toutes ces situations qu'on voit et qui rendent la vie affective et sexuelle des séropos quand même pas tout à fait aussi idéale qu'on pourrait le penser. Je sais plus du tout où j'en suis. Je crois que j'ai fini et que c'est peut-être mieux de passer à des questions, si ça vous va. Merci. Merci. Il y a une notion qu'on n'a pas abordée encore, peut-être qu'on l'abordera dans la journée, c'est la solidarité, la bienveillance dans la communauté elle-même. Je parle de la HSH. Ça, c'est une grosse question aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. C'est pas une question, c'est un problème. Un problème, voilà. C'est plutôt... du rejet. Alors, je parle dans les années 80-90 que j'ai vécu aussi le rejet du séropo, être pointé du doigt, être homo aussi, être pointé du doigt. Là aussi, tu le disais, par rapport à la charge virale, on a encore des rejets. Enfin, moi, j'en connais encore. On n'a pas parlé non plus aussi de la vie sexuelle maintenant, quoi, différente quand il n'y avait pas les applications. On connaît tous quasiment. La vie sexuelle était différente aussi. On rencontrait des gens en live, quoi, et on ne parlait pas pendant des heures sur des applications. Et on est montré du doigt aussi quand on consomme des produits. C'est récurrent maintenant en ce moment. Ah, tu consommes, je me suis fait insulter récemment par quelqu'un, sachant que j'étais DOED d'ailleurs, parce que j'avais consommé et que je cherchais un plan cul, et je me suis fait insulter. Et en plus, parce que je suis DOED. Voilà. Donc, la communauté gay, en interne, comme ça, moi, il y a beaucoup à faire. Il y a des gens qui montrent du doigt encore, alors que il y avait une solidarité à l'époque avec le VIH, et beaucoup de gays, mais la plupart séropos, se sont rassemblés et ont organisé les choses. Et à l'heure actuelle, beaucoup qui ne sont pas, qui sont vraiment dans la malveillance, quoi, sur nos vécus, sur le chemsex. J'y reviens encore parce que c'est quelque chose j'en ai parlé il y a 3 ans déjà à ce colloque. Mais comment faire avec tout ça, quoi? Et quand on est séropo depuis longtemps et qu'on est sans cesse confronté aussi au chemsex, parce que chaque mec que tu vas contacter te pose la question, t'as des cums? Mais où est la vie sexuelle, quoi, là-dedans? Moi, je sais plus. Je suis un peu perdu là-dessus aussi. Voilà. Alors, je sais pas si je peux répondre à ça. La question du cums, c'est une question à part entière. Qui va bien au-delà de la question du VIH ou pas VIH. C'est une évolution. Je suis d'accord pour dire que les modes de rencontre sont largement liés à ça. La question de la solidarité, c'est étonnant parce que, enfin, moi, je pense que la solidarité du groupe vis-à-vis des séropos, elle a diminué. Alors, faut dire aussi que dans les années 80, quand on avait le sida, on avait le sida. On était malade, ça se voyait. J'ai infiniment de respect pour les gens qui témoignent aujourd'hui de leur séropositivité, parce que à l'époque, ceux qui le faisaient, je vais pas dire qu'ils n'avaient pas de courage, ils étaient morts 2 mois après et il n'y avait pas Google. Et de toute façon, ça se voyait à 200 km. Donc c'était bien plus facile de témoigner. Et c'est vrai que c'était, bon, faut quand même le dire, les gens étaient considérés comme des morts en sursis et avec un bref sursis. Et enfin, les histoires de solidarité, moi, que j'ai connu dans les années 80-90, c'était d'une force extraordinaire. On voyait ça aussi dans des couples, et c'est des choses qu'on ne voit plus. Maintenant, le avantage pour les séropos, je suis indétectable, au sens je suis indétectable. Inconvénient pour les séropos,
je suis indétectable. C'est-à-dire, je veux pas te voir. Tu n'existes plus. Fais pas chier. T'as tes médicaments, t'es indétectable. Tu vas bien. Je ne veux pas que le VIH intervienne dans ma vie, dans mon univers. Et je pense que c'est même l'idée même du VIH qui est en train de disparaître de la scène gay, alors que pourtant, elle reste omniprésente, parce que mine de rien, avec 13-15% de gens séropos, c'est quand même pas une anecdote. Et du coup, finalement, c'est même l'idée du VIH qui est rejetée à travers le rejet des séropos. Et je pense que c'est extrêmement violent. Et encore une fois, je suis assez d'accord. Je pense que la solidarité a diminué par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Peut-être parce qu'il n'y a plus la pitié. C'est possible aussi. Il n'y a plus la pitié, qui peut être parfois un moteur, même si je ne suis pas fan du caritatif, moi, mais bon, bref. Peut-être une explication. Oui, peut-être juste un bémol sur le témoignage précédent. Dans la communauté HSH, on a quand même deux postures, deux groupes, hein. On a effectivement une très grande violence sur les applications de rencontres. Là, c'est une violence extrême, qu'il s'agisse effectivement de prise de produits ou de séropositivité. On a peut-être un peu plus de bienveillance et de solidarité dans les établissements de rencontres, hein, où, par nature, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH, qui fréquentent ces établissements-là. Et quand il y a une différence, je pense, entre les réseaux réels, hein, où on va dans un bar et on se parle, avec les réseaux distants. On parle des applications de rencontre, mais c'est pareil sur Facebook, sur Twitter et sur tous les autres réseaux sociaux. Donc voilà, c'est juste pour nuancer ça. Il y a peut-être deux niveaux sur cette question-là, avec une cruauté avérée et effroyable sur les applications de rencontre, effectivement.